Alors finalement, la police, on l'a pas eu au téléphone, mais c'est le raid qui est arrivé aux portes du couloir, au bout d'un moment, et qui a fini par négocier un numéro de téléphone. Alors c'était rocambolesque, encore une fois, ça montrait un petit peu le manque de préparation des terroristes, euh, puisque, enfin, c'était rocambolesque parce qu'ils ont fini par donner le numéro au travers de la porte. C'était même pas eux qui l'ont donné, c'est un des otages qui criait le numéro au travers de la porte, et le flic de l'autre côté qui comprenait pas, qui demandait de répéter, et qui demandait 06 quoi, après il y a quoi? Et enfin c'était complètement fou, c'était surréaliste d'avoir une scène comme ça aussi presque comique, dans une situation tendue. Et enfin c'était complètement fou. On se demande ce qui leur passait dans la tête, et on se demande encore pourquoi ils nous ont pas tués, quoi. Mais avant que le raid arrive, parce que c'est pas maintenant que le raid arrive, le raid arrive vers 23 heures quelque chose. Et là, vous y êtes depuis au moins 1 heure, là, déjà. Ouais. Puisque Sami Alimour, là, il s'est fait exploser à 22h07, j'ai noté. Et donc là, vous êtes déjà avec eux dans le couloir, hein. Qu'est-ce que vous avez fait pendant tout ce temps-là? C'est des moments de silence où on prie. Ben, je vous dis, on appelait les médias, ça n'a pas marché pendant un bon moment. Pendant un bon moment, on a essayé de joindre les médias. Ensuite, la police aussi, on a essayé d'appeler sous leurs ordres. Qu'est-ce qu'on a fait aussi Qu'est-ce qu'on a fait dans ce laps de temps-là? Alors moi, quand j'essayais d'appeler les médias, je voyais aussi les textos qui venaient de ma compagne, qui me racontaient ce qui se passait à l'extérieur aussi. Qui m'a raconté pour le Stade de France, qui m'a raconté pour... ouais, elle m'a juste dit que ça pétait au Stade de France. Je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est l'apocalypse. Et nous, on était là à regarder ce qui se passait dehors, donc à voir les flics qui faisaient des tentatives, et à chaque fois, nous, on leur disait de reculer. Alors il y a eu une anecdote complètement loufoque, encore une fois, où il y a un bataillon du RAID ou de la BRI, juste en bas du Bataclan, là où voulait sauter la femme, là en bas de la fenêtre, en fait, qui, donc qui essayait de s'approcher de l'issue de secours. Euh, et moi, bon, comme d'habitude, je sors la main comme ça pour bien montrer que je ne suis pas un terroriste. Et donc je finis par les regarder et à leur dire reculez, ils vont se faire exploser, n'avancez pas. Et il y a un des gars, un des flics qui sort la tête comme ça du bataillon et qui dit rentre chez toi. Il n'avait pas compris que c'était le Bataclan, le mec. Et donc il rentre chez toi, reste pas là. Et, euh, et donc, euh, et donc là, je me dis qu'est-ce que je réponds? Je leur dis c'est là le Bataclan, mais je pouvais pas leur dire que c'était ici le Bataclan. Et en même temps, il y a l'autre terroriste qui me demande qu'est-ce qui se passe. Et là, erreur de ma part, encore une fois, je leur dis qu'ils n'avaient pas compris que c'était là le Bataclan. Donc je dis que c'était une erreur parce que à chaque fois donc là c'était au moment où il y avait la négociation. Et à chaque fois qu'il raccrochait avec le négociateur, il disait que s'il n'accomplissait pas ses ordres, euh, il finirait par en exécuter un et le jeter par la fenêtre. Et moi j'étais devant la fenêtre. Et donc là je dis aux terroristes que les flics n'ont pas compris que c'était ici le Bataclan. Donc, encore une fois, s'ils voulaient faire un exemple, c'était par moi que ça passait, quoi. Enfin, j'ai eu une chance incroyable parce que j'ai trop parlé ce soir-là. Et en même temps, j'ai la sensation que d'avoir parlé, d'avoir maintenu le contact, ça a créé une empathie de leur côté aussi. Et c'est peut-être pour ça qu'on est tous là. Il n'y a pas eu un otage qui est mort. Je crois qu'il n'y a pas... Enfin, de mes souvenirs dans les médias, c'est une première. C'est une première. Comment expliquer justement cette fusillade totale? Et puis là, à partir du moment où vous êtes au contact, face à face, Hmm. il se passe plus rien. C'est surréaliste parce qu'en plus, on sait toujours pas enfin, on n'a jamais compris les revendications qu'ils avaient lors de la négociation.
Et pendant qu'on attendait justement qu'il y ait le raid qui arrive, il y avait beaucoup de moments de silence. Ils voulaient certainement mettre en scène leur fin, leur mort, et la nôtre avec, mais ils auraient, enfin, je sais pas, donc, ils n'ont pas eu les médias, donc ils nous ont pas donné la mort. Enfin, c'est quand même surréaliste, quoi. Il y a eu plusieurs explications. Moi, la plus plausible pour moi, c'est qu'ils étaient en redescente de Cap Tagon. Ils avaient pris une drogue euphorisante avant, et que là, ils étaient en panique, quoi. Ils avaient plus cette soif de tuer. Ils n'avaient pas dû en prendre assez. Parce que bon, ce que je viens de vous dire là, que d'avoir maintenu le contact verbal avec eux, ça les a désarmés quelque part, j'y crois pas. Parce qu'ils sont capables de faire un carnage pareil et puis de s'arrêter d'un coup. Deuxième hypothèse qu'on a eue avec quelques otages que j'ai revus quand je suis monté à Paris en décembre, ça a été que juste ils voulaient sauver leur peau finalement. Mais ça rejoint la première, qu'ils étaient dans une redescente. Parce que enfin, ce qui corrobore ensuite à cette hypothèse, c'est que pendant l'assaut, ils ont vidé tous leurs chargeurs et ils ne se sont pas fait exploser. Ils auraient pu faire un deuxième carnage. Ils auraient pu avoir les otages et les policiers. Ben non, au lieu de se faire exploser, ils ont continué de tirer à la Kalachnikov. En tout cas, j'ai pas vu leur mort. Moi, la dernière image que j'ai de Ismaël, donc, c'est qu'il est en train de tirer à la Kalachnikov sur le bouclier. Et là, je rends hommage à la Berry. Alors, la dernière image que j'ai du terroriste, c'est qu'il est en train de défendre sa vie contre un bouclier. Moi, je vois pas le bouclier, je regarde juste le terroriste qui est en train de vider son chargeur de Kalachnikov contre la colonne de flics qui arrive, quoi. Et, euh, et encore une fois, on comprend pas. Ensuite, avec la version que donnent les médias, comme quoi il y avait ils étaient entourés d'une ceinture d'explosifs. Je me demande encore, et tant mieux, pourquoi il n'a pas fait exploser sa ceinture à ce moment-là, plutôt que de vider son chargeur contre un bouclier qui le rendait complètement inoffensif. Et, euh, et par contre, et donc l'autre, le deuxième qui était au début, qui était contre la porte d'où a surgi le raid, lui je le vois plus à ce moment-là. Lui il disparaît dans la descente là, vers le local où était cachée la femme enceinte, et les autres, il descend. Et il y a que Ismaël donc, qui, lui, tire. Et j'étais à 1 mètre de lui. Donc là, j'avais une vue imprenable, si on peut dire, sur l'assaut. Et à droite, la colonne du raid qui avance. Et, euh, et le raid a été très, très, très efficace. Par contre, c'est eux les vrais héros, là. Pour le coup, c'est eux les anges gardiens. Parce qu'ils ont fait un truc. Ils se sont joués de la vigilance, non seulement des terroristes, mais des otages qui étaient censés écouter tous les bruits qui se passaient derrière la porte. Ouais, enfin moi, ce dont je me souviens, je sais que c'est pas la version de tout le monde, c'est qu'ils ont tiré une balle au travers de la porte qui est passée entre les deux otages, qui étaient là pour faire un bouclier humain. Moi j'ai vu ça. Après, c'est peut-être pas ça qui s'est passé, mais donc du coup, juste après avoir tiré une balle, ça a mis les terroristes en panique, qui se sont réfugiés au bout du couloir, là où j'étais, et c'est là où la fusillade commence, où là, ils défoncent la porte, le raid défonce la porte, et Ismaël se protège finalement, comme s'il ne voulait pas mourir. C'est pour ça que j'ai eu du mal ensuite à croire la version officielle, qui se sont fait exploser. Parce que la première réaction, c'est s'il s'était fait exploser, je serais plus là pour le dire. Mais la femme enceinte, ensuite, m'a expliqué qu'elle aussi, elle avait mis ses mains dans de la chair en sortant de sa planque. Ce qui corrobore avec, la version officielle. Donc moi, j'étais entre deux feux, en fait. J'étais entre le raid d'un côté et le terroriste de l'autre qui s'échange des tirs nourris d'armes à feu. Et heureusement que le raid avait une autre arme qui était des grenades mais qui explosait tellement fort que ça produisait un souffle, mais il n'y avait pas d'éclat. C'est des grenades assourdissantes. Et c'était très très fort. Quand j'ai vu, par contre, j'ai eu la chance de voir où elle tombait. Donc la première, elle est tombée devant Ismaël, donc du coup ça l'a désarmé.
Et de suite après, donc la fusillade a repris. Moi, je me suis collé contre le mur parce qu'il y avait un renfoncement de mur, donc j'étais un petit peu à l'abri des éventuelles balles perdues du raid. Enfin bon, c'était aléatoire, c'était juste un bout de mur. Et donc une deuxième grenade assourdissante. Et là, je revois le truc tomber devant moi, mais encore plus proche. Là, je me dis, je vais pas me le prendre. Et donc là, je me jette vers les flics. Moi, j'avais les yeux rivés sur Ismaël, qui essayait de se défendre. Et donc, comme je vois qu'il baisse son arme à ce moment-là, je me dis, c'est mon heure. Et donc, la grenade m'explose dans le dos et me projette donc vers la porte. Et je sais pas en fait si c'était la porte ou le bouclier, mais en tout cas, j'avais une masse plate sur moi où les policiers passaient. J'étais sous la passerelle, quoi. Et là, j'avais très mal puisque j'étais sur le côté, l'os de ma hanche était complètement sur cette passerelle-là, et donc je me faisais broyer, quoi. Mais ça a été la douleur la plus heureuse de ma vie, puisque là, à ce moment-là, j'étais du bon côté. Ça y est, ils pouvaient plus rien me faire. Puis je sentais une sorte de protection de ces carapaces, de ces hommes armés jusqu'aux dents, qui enfin nous séparaient de l'horreur, quoi. Et après, je sais plus ce qui se passe. Donc la fin des terroristes, je l'ai pas vue. Et heureusement. Enfin, je sais pas. Ma version, c'est qu'ils se sont fait juste tuer, quoi. Après, la version de la femme enceinte, c'est qu'ils se sont fait exploser. Mais bon, là, du coup, je suis le plus heureux des êtres souffrants, quoi. Parce que je suis du bon côté de la force. Ça y est, je suis sorti d'affaire à ce moment-là. Et après, on fait quoi? Après, On descend, on va ouais. dans la rue, on passe au milieu du carnage. Non, 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 le carnage, il n'y en avait pas tant que ça à l'étage. Et inutile de vous dire, On va. j'ai pas regardé. Non. Non, j'ai pas regardé ce qui s'était passé parce que pour moi, c'était tellement surréaliste que j'en avais assez vu. Donc j'ai couru. Alors, les flics, alors ça c'est pour l'anecdote, hein. Donc il y en avait un peu partout. Et donc le premier, derrière la porte du couloir, me demande d'enlever mon haut pour. J'ai compris après que c'était pour voir si j'avais pas de ceinture d'explosif. Enfin bon, j'avais pas trop une tête de terroriste. Quoique, comme je vous parlais d'empathie tout à l'heure, donc Ismaël m'appelait le Libyen parce que j'étais mal rasé ce soir-là, et puis que j'ai un peu une gueule d'oriental. C'est peut-être ça qui m'a sauvé aussi. Donc, du coup, ils m'ont peut-être pris pour un terroriste, les flics, mais j'ai compris après qu'ils faisaient ça pour tout le monde. Donc non, c'était pas parce que j'avais une gueule de terroriste. Après, je cours donc à moitié nu dans la rue. Et je vois, je passe, j'étais dans une sorte de. Bah là, on est rassuré, il peut plus rien nous arriver, quoi. Une fois qu'on est sorti de l'enfer, tout est du bénéfice. Et là, j'essaie de récupérer ma veste au, au vestiaire, et le flic en faction devant me dit non. Et enfin bon, bref, j'ai pas sorti le numéro de vestiaire, mais enfin, j'étais quand même dégoûté de ne pas avoir ma veste. Et parce que j'avais froid en plus, j'avais passé la soirée à avoir froid, j'étais dans l'embouchure de la fenêtre, et je voulais avoir chaud enfin, et non, je pouvais pas tout avoir. J'avais la vie sauve, c'était déjà pas mal. Et après, donc on a été confinés dans une cour intérieure d'une rue attenante au Bataclan. Je crois que c'était la rue Charonne, Avec une à gauche couverture quand là. même. Non, non, moi j'en voulais pas. J'ai pu enfin mettre ma chemise. Donc ça va, j'avais encore un peu plus chaud. Et j'ai retrouvé mon ami. Et moi, j'ai envoyé un texto, il me restait 1% de batterie. Et le premier texto a été pour ma sœur, je crois. Et puis le deuxième a été pour ma compagne. Et le troisième a été. Non, non, le premier a été pour mon ami qui était là. Mais cet ami-là en question a pour coutume de perdre son portable. Et c'est arrivé dans des situations beaucoup moins dramatiques, et là ça n'a pas manqué. Donc il a pu récupérer son portable, mais des jours plus tard, à la BAC. Et donc là, il n'a pas pu me répondre. Donc pendant 10 minutes, j'ai cru qu'il était resté. Enfin, en tout cas, je ne savais pas où il était. J'étais extrêmement triste.
Et on s'est retrouvés dans la cour intérieure et là, bon, on a pleuré, l'un dans les bras de l'autre. On s'est retrouvés enfin, au bout de quelques heures, quelques minutes où on se voyait pas, quoi. Donc là, on a des sensations très fortes. Et même les gens qu'on connaît pas, on est heureux de les voir, en fait. On est heureux de voir des gens qui étaient là et à ce concert-là et de pouvoir se dire qu'on a survécu. Mais qu'est-ce qu'on en fait après de cette vie? Voilà. De cette vie qu'on a sauvée, quoi. Qu'on a eu de la chance de sauver. Moi, j'ai eu l'impression d'avoir fait des choses pour la sauver, mais j'ai juste eu de la chance aussi. Donc, qu'est-ce qu'on en fait de cette vie-là? Voilà. L'histoire reste à écrire. Avant ça, j'aime écrire. Et c'était une sorte de psychothérapie que j'avais entamée à mon adolescence, l'écriture. Et c'est devenu mon métier. Et depuis, j'arrive plus trop à écrire. Et pourtant, j'ai envie que de ça. J'ai envie que de ça, d'exprimer enfin, parce que d'exprimer enfin ce que j'ai vu, parce que j'en ai lu des histoires sur ce qui s'est produit là-bas. Et en même temps, j'ai l'impression que ce que j'ai vu, c'est pas du tout la version officielle. Du coup, j'ai pas envie d'ajouter du trouble au trouble et je m'empêche d'écrire. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Ben, j'ai envie de passer le cap et d'écrire. Et pourquoi écrire? Pour moi, et puis aussi, ouais, non, juste pour moi. Juste pour moi. Et j'ai envie de faire de la musique aussi. Voilà, je suis musicien. Et là-bas, j'ai failli perdre ma vie dans un concert. Donc j'ai envie de faire plus de musique. Prochaine fois, j'ai dit ça en boutade à ma mère un jour. Non, c'est elle qui me l'a dit. Elle m'a dit la prochaine fois que tu iras à un concert, tu seras sur la scène, tu seras plus derrière le rideau. Alors du coup, je nourris des rêves. Voilà. Après être passé par l'enfer, je nourris des rêves. Avec une sorte de blocage quand même. Donc qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Ah bah, il faut en parler. Voilà, c'est pour ça aussi que je suis là aujourd'hui. Et voilà. Est-ce que les rencontres qui sont organisées là, Ouais. c'est souvent là, avec les autres, est-ce que ces rencontres-là, là où vous allez à Paris, ça, ça- Ça a été la première démarche, effectivement. C'est de rencontrer des personnes qui l'ont vécu aussi, ouais. Et de préférence des otages. Parce que c'est avec eux qu'on peut confronter les souvenirs. vous avez revu celui qui priait? Oui, c'est devenu un ami. Ah ouais. On est des frères maintenant. Enfin, on s'appelle tous frères maintenant, entre otages. Mais lui particulièrement, ouais. Et maintenant Lui- vous êtes croyant. J'étais, j'ai eu une éducation croyante. Je m'en suis éloigné pendant très longtemps. Et, ce jour-là, quand j'ai vu la mort arriver, quand j'ai été confronté à l'incertitude de conserver ma vie ou pas, euh, je me suis promis de faire le bien. Alors je sais pas si c'est ça, être croyant, mais en tout cas c'est une sorte de connexion à oui, au Dieu du bien, quoi, en tout cas. Parce que j'ai vu le diable en face, quoi. Et c'est certainement pas du côté du diable que j'ai envie de me placer. Et l'ironie du sort, c'est que la chanson sur laquelle on a été attaqué s'appelle Kiss the Devil. Et en français, ça veut dire embrasser le diable. Donc on l'a vu de près, ouais, le diable. Et croyant, est-ce que je suis croyant aujourd'hui? Ouais, j'ai réentamé une, une, une démarche, ouais. Une démarche. Parce que quand j'ai vu la mort arriver, bon, ça c'est très personnel, hein, quand j'ai vu que je pouvais me prendre une balle comme les autres, euh, j'ai fait le bilan de ma vie et je me suis dit qu'elle était pas parfaite. Donc il y aurait des choses à améliorer. Et que peut-être une des raisons pour lesquelles, ça c'est encore c'est très très personnel, pour lesquelles je me suis retrouvé face à une situation si dramatique, c'est parce que je m'étais éloigné de Dieu à un moment. Donc du coup j'ai envie de m'en rapprocher pour me protéger quelque part. Et puis par reconnaissance aussi parce que je crois... alors ma copine me dit que non, mais je crois que j'ai eu une protection supplémentaire.
Et c'est vrai que c'est injuste de se dire ça, puisque tous ceux qui sont morts ou qui ont été blessés, qu'est-ce qu'ils avaient fait de plus ou de moins que moi pour pas être protégés? Donc c'est vraiment injuste de penser ça. En tout cas, je suis reconnaissant envers la vie, envers la force qui est au-dessus de nous. Je suis reconnaissant de ne pas avoir perdu mon ami, évidemment. Je suis reconnaissant d'avoir pu sauver quelqu'un. Je suis reconnaissant d'avoir ma vie. Qu'est-ce qu'on en fait de cette vie? Quelque chose de bien. Voilà. En fait, je me suis remis à lire la Bible régulièrement. J'ai une démarche donc, avec un psychothérapeute et une démarche aussi personnelle envers mes fondations mystiques et religieuses. Ouais, ouais, ouais. J'ai mes parents qui sont encore dedans. Et donc du coup, on confronte nos expériences. Et puis surtout, on lit la Bible avec des yeux différents. Donc on confronte nos versions. Et ce que j'avais adopté à l'époque comme étant ma version, puisque c'était la version universelle, j'étais un petit peu pas sous leur emprise. En tout cas, mes parents étaient dans une église où il y avait une version officielle, quoi, une version officielle d'interprétation de la Bible. Et aujourd'hui, donc, je me suis fait ma propre morale quand même, avec plus ou moins de succès. Mais je suis adulte, et donc du coup, je peux leur montrer comment je vois les choses, moi. Et surtout, je peux revendiquer que Dieu est avant tout personnel. Et la lecture qu'on peut avoir de la Bible, c'est le fruit des expériences de chacun. Il n'y a pas une seule manière de la lire. Et c'est ce que j'aimerais dire, si jamais il y a des fanatiques qui m'écoutent un jour, qu'il n'y a pas une seule vérité, et même il n'y a pas une seule religion, il y a peut-être un seul Dieu. En tout cas, il y a plusieurs manières de croire, et, et la bonne manière, c'est celle qui fait du bien, quoi. C'est celle qui permet d'être une meilleure personne.